Voilà, maintenant, il n'y a plus que ceux qui regardent Chers amis et camarades, avant de commencer, je voulais bien entendu vous présenter mes meilleurs vœux, ainsi que ceux de l'ensemble de la direction de notre fédération, et remercier l'ensemble des camarades présents, les amis du Front de Gauche, mais aussi les amis syndicalistes, militants associatifs, tous les défenseurs de la solidarité et du vivre ensemble présents ce soir, et dont certains porteront les couleurs du rassemblement anti-austérité, qui est en train de se développer pour les prochaines élections départementales. Vous l'aurez vu, il y a eu du changement dans les locaux de notre fédération, avec un certain nombre de travaux réalisés afin d'améliorer les conditions de travail et d'accueil du public et des différentes organisations auxquelles nous ouvrons nos locaux régulièrement. Je n'en dis pas plus, Christian y reviendra tout à l'heure, mais nous pouvons remercier très chaleureusement les camarades Jean, Pascal, Gabi et Jean-Luc, qui ont pris du temps pour réaliser tous ces travaux bénévolement et qui ont fait un excellent travail. Bravo! On les applaudit. Beaucoup de sentiments se sont mêlés en ce début d'année. De la tristesse et de la joie, de la colère et de l'espoir, de l'émotion très forte, mais toujours cette envie d'aller de l'avant, d'être debout, de ne pas plier, de porter haut les valeurs qui sont les nôtres et qui ont besoin d'être réaffirmées très fortement. Ce qui s'est passé le 7 février, ce jour où 17 femmes et hommes sont morts parce qu'ils dessinaient pour Charlie Hebdo, 7 janvier, pardon, heureusement qu'il y en a qui suivent. Ce jour où 17 femmes et hommes sont morts parce qu'ils dessinaient pour Charlie Hebdo ou travaillaient au sein du journal, parce qu'ils étaient policiers, parce qu'ils étaient juifs. Ce jour où nous avons perdu des amis proches du Parti communiste, des compagnons de route et de combat, des défenseurs d'une société meilleure, reste très présent dans nos esprits. Des morts dont le seul tort était de dessiner, de caricaturer, de se moquer, mais aussi de prendre position et de défendre l'humour, la liberté d'opinion et d'expression. Morts pour avoir continué, malgré les menaces, car fervents défenseurs de la liberté et combattants de tous les obscurantismes, fanatisme et fascisme. Oui, ce 7 janvier 2015, une grande émotion s'est emparée des militants communistes. Face à ces actes barbares, la meilleure des réponses fut apportée par notre peuple et la mobilisation exceptionnelle et spontanée de millions de citoyens, dès le soir même et chaque jour qui a suivi, attachés aux valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité, de laïcité, attachés à la République. Dans ce mouvement populaire, s'est exprimée une profonde aspiration à vivre ensemble, dans le respect de nos opinions et nos croyances ou non-croyances, à vivre en paix, à refuser toute stigmatisation, tout amalgame, à rejeter fermement les appels à la haine et au racisme portés par l'extrême droite, qui, en allant se rassembler à Beaucaire, a montré le vrai visage de haine et de division de Le Pen et du FN. Oui, la présence de certains chefs d'État dans la marche parisienne a été une insulte aux valeurs portées dans les nombreuses mobilisations. Ces chefs d'État qui, dès le lendemain, ont continué dans leur pays à bafouer la liberté d'expression, arrêter, condamner et tuer des journalistes ou caricaturistes, ces mêmes dirigeants qui oppriment des populations, entretiennent les haines entre individus, mènent des politiques d'apartheid, oui, leur présence nous a révoltés. Mais personne n'est dupe, ni d'eux, ni de la présence de certaines personnalités françaises qui ne respectent pourtant pas le peuple, n'entendent pas les urgences sociales qui s'expriment, sont du côté de ceux qui sanctionnent les syndicalistes, défendent le système capitaliste qui ne permet pas le bien vivre ensemble, qui oppose les individus entre eux, les exploite, attise les haines, accentue les discriminations, aggrave la pauvreté et les inégalités. Mais oui, nous avons eu raison d'être de ces mobilisations. Nous n'allions pas laisser des rues à des personnes dont les orientations et décisions politiques ont une responsabilité dans ce qui a conduit à de tels actes. Nous avions raison d'être là pour défendre la liberté, l'antiracisme, l'anticapitalisme, l'égalité, la solidarité, la paix, la justice, toutes ces valeurs que nous avions en commun avec Charles, Tinius, Wolinski et les autres. Ces millions de citoyens qui sont descendus dans les rues de France ont posé sur la table des questions claires et attendent des réponses fortes pour que cela ne se reproduise plus. Sur les valeurs de la République, la place et le rôle des écoles, la question de la laïcité, les fractures de notre société à travers les inégalités, la question du vivre ensemble, des moyens nécessaires pour garantir le pluralisme de la presse. Oui, la liberté doit être défendue, et pour cela, tout doit être changé. Les institutions, la politique, les médias.
Les réponses apportées par Manuel Valls ne sont pas à la hauteur ni des enjeux, ni de ce qui a été exprimé par des millions de citoyens, puisque toutes les mesures s'inscrivent dans la continuité de priver les collectivités locales, territoriales, des moyens financiers dont elles ont pourtant besoin. Les orientations uniquement policières, sécuritaires, guerrières, le risque de nouvelles limitations de nos libertés au nom de la sécurité nationale vont à l'opposé de ce qui s'est exprimé. Nous ne voulons pas l'armée dans nos quartiers, mais une police de proximité, des enseignants, des éducateurs supplémentaires, des moyens pour les associations pour réaliser un travail en profondeur de dialogue et de prévention. Nous ne voulons pas des guerres qui ne font qu'enfoncer dans l'impasse et renforcer les organisations djihadistes. Au contraire, il faut viser les causes et les facteurs qui nourrissent leur développement et leur implantation. Il faut revoir la politique extérieure de la France. Qu'attend notre pays pour répondre aux appels des Kurdes de Kobané et des forces démocratiques qui, par leur détermination et leur courage, ont libéré Kobané et continuent de combattre Daesh pour défendre la liberté et les droits de l'homme? Qu'attend la France pour reconnaître sans plus tarder l'État palestinien et soutenir son développement? Qu'attend François Hollande pour le faire, alors qu'il a la majorité du Sénat et de l'Assemblée nationale pour cela? Qu'attendent les grandes puissances de ce monde pour développer de véritables coopérations, pour annuler la dette des pays du tiers-monde, au lieu de les exploiter et de maintenir l'immense majorité de leurs habitants dans une grande pauvreté? Il faudra également répondre à la question sociale en France. Aucune impasse ne peut être faite à ce sujet. Il y a besoin de parler des moyens pour maintenir, développer, rendre plus efficaces encore les services publics. Eux aussi ciment de notre République, mais menacés chaque jour par les politiques d'austérité. Oui, il y a besoin de moyens supplémentaires pour l'éducation, la culture, la formation. Ouvrir une école, c'est fermer une prison, disait Victor Hugo. La lutte contre toutes les formes de stigmatisation, contre le racisme, contre la progression de l'islamophobie et de l'antisémitisme, doit être réaffirmée fortement et se concrétiser dans des actes. Commençons par arrêter d'exiger des musulmans qu'ils se désolidarisent de ce qui s'est passé, comme une manière de supposer qu'ils ont une responsabilité. C'est insupportable. Oui, il faut poser la question de la place des citoyens dans la société, leur rôle dans la prise de décision qui les concerne, le respect de leurs choix, le rapport aux quartiers populaires et leurs habitants, citoyens à part entière, mais trop souvent délaissés, voire méprisés. Réaffirmer notre République laïque, ouverte, tolérante, respectueuse des idées, des religions, des droits et des choix de chacune et de chacun. Il faut travailler pour que la République et ses valeurs s'établissent sur des faits, des actes, deviennent réalité pour tous et sur tout le territoire, et non seulement des idéaux gravés sur les frontons. Il est clair que tout cela réaffirme le besoin de changer de politique. Il est clair que cela nécessite des moyens, des investissements importants pour l'avenir et la société que nous voulons dessiner pour demain. Il est donc clair que cela va en contradiction totale avec les politiques d'austérité qui nous sont imposées jusqu'à maintenant. Il faut en finir avec la dictature de la finance, l'idéologie du MEDEF qui domine, faire échec à la loi Macron et tout ce qui casse le droit social, qui plonge le pays dans les crises plus profondes. Avec cette loi Macron, justement, loi fourre-tout de près de 160 articles déréglementant le code du travail, cassant le service public du transport, vendant les aéroports et les barrages publics aux spéculateurs, élargissant le travail du dimanche, le travail de nuit, assouplissant encore une fois les licenciements. Jamais un gouvernement de gauche n'avait osé proposer une loi aussi rétrograde, libérale et en tout point destructrice des droits des salariés. Le MEDEF, bien sûr, applaudit. Cette loi vise à déréguler toujours plus pour soi-disant libérer les énergies et créer de l'emploi. Cela fait 10 ans qu'il dérégule, et depuis 10 ans, le chômage ne cesse d'augmenter. L'année de 2013 devait, en assouplissant les licenciements, sécuriser l'emploi. Résultat, 250 000 chômeurs de plus. La déréglementation à la Macron frappe tout. L'inspection du travail, la médecine du travail, les institutions représentatives du personnel. Cette loi n'est même pas sociale-libérale, elle est libérale tout court et n'a rien de social. Cette loi ne résoudra aucunement le problème du chômage, et notamment le problème du chômage des jeunes. Notre région est la 8e région de France la plus touchée par le chômage des jeunes issus de l'enseignement secondaire, et la 4e concernant le chômage des diplômés de l'enseignement supérieur. Les dispositifs mis en place depuis 2 ans s'inscrivent dans la continuité des politiques de précarisation précédentes. Les chiffres records du chômage et de pauvreté placent les jeunes dans une situation alarmante, confirmée par le dernier rapport de l'UNICEF sur les effets de la crise sur les plus jeunes.
Il y a urgence à intervenir en faveur de cette jeunesse, structurée par la débrouille et les privations. Il y a besoin de mener véritablement la bataille de l'emploi pour faire baisser le chômage. Depuis l'élection de François Hollande, le pays compte près de 154 000 chômeurs de plus, avec le rythme d'1 millier par jour sur la dernière période. La situation des jeunes, des seniors, des chômeurs de longue durée se dégrade encore. La radiation administrative est le motif de sortie de Pôle emploi qui progresse le plus. C'est cette réalité et son lot de souffrance, de privatisation et de désespérance qui nourrit le Front National et les fractures dans notre société. Comment redonner de l'éclat aux belles valeurs républicaines avec mois après mois une telle saignée? Comment proposer d'une main un débat national sur le vivre ensemble, l'avenir des quartiers populaires, de la jeunesse, et de l'autre, ne rien changer à une politique en échec total sur l'une des urgences pour reconstruire une espérance collective, permettre à des millions de gens, et avec eux leurs familles, de vivre, de se sentir considérés, de retrouver confiance en eux. Les mobilisations de défense des services publics, des salariés de l'énergie aujourd'hui, celles dans l'éducation le 3 février prochain, ont d'ailleurs tout notre soutien. François Hollande et Manuel Valls doivent rendre des comptes. Dans un moment où le peuple grec vient d'ouvrir la brèche, les forces de gauche antilibérales ne peuvent plus attendre pour engager l'offensive politique porteuse de solutions en France et en Europe. Avec plus de 35% des voix et 149 sièges au Parlement, Syriza et son chef de file Alexis Tsipras arrivent largement en tête de l'élection législative grecque. Par ce résultat clair et net et un taux de participation de 75%, les électeurs ont très clairement et massivement choisi de mettre un coup d'arrêt aux politiques d'austérité dictées par la Troïka et imposées au peuple grec par les gouvernements successifs, qu'ils aient été socialistes ou de droite. Les politiques de privatisation, de démantèlement du droit du travail, de précarisation, de compression des dépenses sociales, ont provoqué en Grèce une véritable crise humanitaire, sans pour autant alléger le fardeau de la dette, passé de 115% du PIB en 2009 à 175% aujourd'hui. Ces orientations inefficaces, qui imposaient toujours plus de sacrifices au peuple grec, ont été sanctionnées. Les Grecs ont choisi la gauche qui propose une alternative progressiste, sociale, démocratique à la politique d'austérité, et affirmé leur refus de l'extrême droite xénophobe et raciste. Ils se sont exprimés avec force pour affirmer leur souveraineté et montrer qu'il existe en Europe une autre voie que la dictature des marchés financiers et de l'austérité. Leur choix doit être entendu et respecté par l'Union européenne, les gouvernements allemands et français. Beaucoup de soutien de la dernière heure à Syriza se manifestent aujourd'hui et veulent récupérer cette victoire politique. Syriza s'est toujours inscrit en rupture avec la dérive libérale de nombreux partis sociodémocrates qui ont participé et continuent de le faire au consensus social-démocrate et conservateur dans la gestion de l'Union européenne libérale. Syriza a toujours marqué sa rupture avec les plans d'austérité à la différence du PASOK, le Parti socialiste grec, et s'est toujours inscrit dans un mouvement de solidarité européenne et internationaliste progressiste, ce qui le distingue très clairement des formations d'extrême droite et du Front National. Cette large victoire est un formidable espoir, en France et en Europe, pour toutes celles et ceux qui recherchent des solutions progressistes et clairement de gauche aux crises que nous traversons. Elle ouvre la possibilité de remettre en cause le dogme de l'Europe libérale, de la concurrence libre et non faussée, que les Français ont rejeté massivement par référendum en 2005. Durant les prochains jours, les prochaines semaines et les prochains mois, le Parti communiste français, le Front de gauche, continueront leur travail de mobilisation et de rassemblement de toutes les forces, des militants politiques, associatifs, syndicaux, des citoyennes et des citoyens de notre département, qui partagent la volonté d'en finir avec l'austérité imposée, de construire et de rendre majoritaire un projet résolument de gauche, qui réaffirme l'utilité des collectivités locales, leur donne les moyens de répondre aux besoins des citoyens, porte la nécessité d'une alternative politique, sociale et écologique, défend l'humain d'abord dans notre département et notre pays. C'est la démarche que nous avons engagée pour les prochaines élections départementales des 22 et 29 mars. Au mépris de ses promesses, François Hollande et son gouvernement enfoncent le pays et notre département dans une crise économique, écologique, sociale et politique très grave que la majorité UMP d'Éric Dolliger conjugue au plan départemental. Fin de la gratuité des transports scolaires, abandon des politiques de soutien, d'accompagnement des jeunes mineurs et jeunes majeurs isolés, suppression de postes d'éducateurs,
baisse drastique des moyens aux associations qui viennent en aide à des familles ou des jeunes en difficulté. Voici ce qui est fait actuellement. Et la droite départementale, par la voix de ses parlementaires, demande 100 milliards d'économies, soit 2 fois plus d'austérité, 2 fois plus de difficultés pour les familles, les services publics et leur personnel. Acceptons-nous que cela continue? Non, la droite conduit depuis trop d'années l'austérité au Conseil général du Loiret, ça suffit. Mais il est totalement impossible de croire le double langage des candidatures du Parti socialiste, qui soutiennent l'austérité aggravée du gouvernement et affirment qu'ils feraient autrement, une fois élus au département. Oui, une alternative à l'austérité, à la compétition généralisée est possible. Cette alternative place comme priorité la satisfaction des besoins humains, la lutte contre les inégalités sociales et territoriales, une démocratie sociale et de proximité, la mise en œuvre d'une véritable transition écologique. La France n'a jamais produit tant de richesses. Les moyens existent pour cette autre politique, tout comme les forces sociales, syndicales, associatives, politiques et citoyennes. La dynamique de rassemblement que nous avons initiée est la seule à même de battre la droite qui dirige ce département en proposant une alternative crédible. Les élections départementales de mars prochain doivent être utiles pour l'emploi, le logement, la santé, l'éducation, la démocratie et le pouvoir d'achat, doivent être utiles pour les gens. Nous défendons un Loiret attentif à toutes et tous, avec au cœur la coopération, la transparence et des services de proximité pour tous. Nous défendons un Loiret ouvert à la participation de chacun, attentif aux besoins de la jeunesse, aux handicapés, aux personnes âgées, facilitant les transports et l'éducation des collégiens ou la prévention de la santé, protégeant l'enfance et développant la culture pour tous, soutenant la vie associative et le logement, répondant aux besoins de la ruralité et de services publics. Portons au sein de cette nouvelle assemblée plus d'élus qui se feront les relais des luttes, qui défendront les intérêts du plus grand nombre et de notre territoire, des élus sur qui on peut compter et qui rendent compte de leur action. Des conseillers généraux comme Michel Ricou, Franck Demaumont ou Michel Guérin ont fait la preuve de leur efficacité au service de ces engagements. Malgré le charcutage scandaleux des cantons, nous ne laisserons ni la droite, ni le PS, ni le Front National faire gagner l'austérité. Et dans chacun des 21 cantons, des candidatures du rassemblement d'alternatives à l'austérité seront présentées. Cette démarche de rassemblement, nous l'avons au cœur. Plus de la moitié des candidats de cette gauche, debout contre l'austérité, pour répondre aux besoins, ne sont membres d'aucune organisation politique du front de gauche. Le vrai rassemblement des forces vives du département, des acteurs du bien vivre ensemble, de la solidarité, du respect et de la défense de tous les habitants du département, des quartiers comme des campagnes, des entreprises et des services publics, sera porté dans les 21 cantons de notre département par de nombreux syndicalistes, par des militants associatifs et des citoyens qui défendront la réponse efficace aux besoins des habitants de notre département. Merci.